Bonjour, Didier Bulnet, Université Clermont-Auvergne. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la question de ce qu'est le développement durable. Bien sûr, on ne peut pas ne pas se reporter au rapport Brundtland de 1987 au sommet de la Terre de 92 sur la question de ce qu'est le développement durable. Quelle définition est donnée sur cette question du développement durable par Bro Brundtland? Le développement durable est un mode de développement. Le développement durable est un mode de développement. Déjà, il y a quelque chose qui ne va pas dans la définition. Qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Cette définition, pour intéressante qu'elle soit, qu'elle ait été, a des avantages et des inconvénients. Donc elle ne définit absolument pas ce qu'est le développement. Et ça, effectivement, on va être embêté. Alors que Ries, dès 82, commençait à critiquer cette notion. Elle pointe quand même une chose importante, c'est les besoins, plus particulièrement des plus démunis, qu'il vous conviendra d'accorder une grande attention. Elle pointe aussi la question des limitations que nous impose la planète. Bien sûr, il va nous falloir ne pas confondre besoin et envie, mais cette définition a permis de lancer la discussion. Alors on va revenir sur les mots. Sur la terminologie. Si je me place simplement en regardant ce qu'est un dictionnaire de la langue française niveau 1, en économie, la croissance, c'est une augmentation de la production d'une économie. Si je passe en biologie, c'est l'augmentation continue ou discontinue de la masse, de la taille d'un individu ou d'un organe. Voilà ce qu'est la croissance. Retenons comme dénominateur commun que la croissance est une augmentation d'eux. Si je m'intéresse au concept de développement, ensemble des transformations techniques, sociales et culturelles qui permettent la prolongation de la croissance économique. Ah, là, il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'on mélange deux concepts, ainsi que l'élévation des niveaux de vie. Ah, bon. Là, il y a quelque chose d'implicitement fait entre la croissance économique et l'élévation des niveaux de vie. Ce n'est pas du tout évident que les deux soient en corrélation. Donc, et qu'il y a un problème dans la définition du dictionnaire. Ensemble des transformations survenues pendant le développement embryonnaire aboutissant à la formation d'un individu. Là, je suis en biologie. Et effectivement, j'ai bien un dénominateur commun, c'est le terme de transformation. J'ai par contre une analogie qu'il est difficile de tenir, c'est la question de aboutissant à la formation d'un individu. Alors que justement, quand on parle de développement, on pense que ça va aboutir à ça, mais rien ne nous permet d'en être totalement certain. En tout cas, sur les questions de développement durable, on ne sait pas à quoi on aboutit. Donc, ne confondons pas croissance et développement. Croissance, augmentation de, développement, transformation de. Sur le terme de durable, en anglais, c'est sustainable. To sustain, en anglais, c'est je soutiens. Imaginez que j'ai un petit ballon, je le soutiens. En français, ça n'existe pas, soutenir. Ce qui va exister, c'est soutenir. Mais soutenir, ça veut dire que je le porte à bout de bras. Et que c'est un poids. Et effectivement, lors de la traduction, le terme de soutenable va avoir une connotation négative. Alors on n'a pas voulu parler de soutenable. Et en fait, quand on n'arrive pas à trouver un mot qui ait du sens, on prend un mot qui ne veut rien dire, durable. Durable, ça veut dire simplement qui dure. Et donc ça ne veut rien dire, puisque certains même emploient le terme de croissance durable, ce qui est, selon moi, relativement idiot. La question donc se pose de mettre du sens sur les mots. En tant que formateur, en tant qu'éducateur, les mots ont un sens et on doit les mettre en avant. Ça ne veut pas dire qu'on soit d'accord sur le sens, mais ça veut dire qu'on doit les employer en étant très explicite sur le sens que l'on met sur les mots. Sinon, effectivement, on tombe sur ce genre de problème où effectivement tout le monde parle de développement durable sans même savoir de quoi on parle. Dans cette première vidéo d'introduction, je n'irai pas trop loin sur ces questions-là. Je vais passer tout de suite au schéma que tout le monde ou presque connaît. Si vous me demandez ce qu'est le développement durable, la majeure partie des gens vont dire
c'est quelque chose qui se situe entre l'économie et la société, l'équitable. Entre l'économie et l'environnement, le viable. Entre la société et l'environnement, le vivable. Et en fait, ce qui est durable, c'est cette zone centrale. Ce schéma, qui, quand même, au jour d'aujourd'hui, a pratiquement 40 ans, doit être pris avec beaucoup de recul et de sens critique. Pourquoi ? Parce que depuis 40 ans qu'on a ce schéma, est-ce qu'il a permis de changer quelque chose ? On va dire pas tellement. Alors on va essayer de voir ce qui l'a permis et ce qui a été un facteur de blocage. Tout d'abord, l'invention du schéma, c'est ce qu'on appelle des schémas de Vienne avec intersection, ça a permis quand même d'avoir une vision synthétique de ce que pouvait être le développement durable. Mais effectivement, c'est une vue réductrice, parce que le développement durable ne peut pas être réduit à de l'environnement, de la société et de l'économie. L'avantage, qui va être aussi l'inconvénient, c'est que très rapidement, il y a eu consensus sur ce schéma. Consensus parce qu'on voulait se mettre d'accord entre société, économie, environnement. Donc fort impact communicationnel, vision consensuelle, vision synthétique, mais à décharge, c'est d'une faiblesse conceptuelle colossale. En fait, on va confondre les concepts. Est-ce que tous les concepts de l'environnement sont dans le durable ? Réponse, bien sûr que non. Certains concepts sont loin d'être dans le développement durable. Est-ce que tous les concepts d'économie seront dans le durable ? Réponse, non. Donc, déjà, sur ce schéma, on n'a pas osé se mettre d'accord sur les contenus, sur les concepts et sur leur portée en termes de valeur. C'est le mythe du consensus. Croyez-vous un seul instant que ce schéma idéal existe? Vous installez une papeterie? Oui, ça va donner du travail sur le plan sociétal. Oui, ça va peut-être amener un bienfait économique. Mais sur le plan environnemental, on aura du mal à concevoir que cela puisse avoir un bienfait environnemental. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est rarissime que les exemples que nous prenons soient des exemples qui soient dans le durable. Ils vont être très généralement dans une des intersections, mais ne seront que très rarement dans l'ensemble des intersections. Je reviens sur la faiblesse conceptuelle. Si je prends l'exemple de l'économie, la première loi que tout le monde va me donner en économie, ça va être la loi de l'offre et de la demande. Est-ce que la loi de l'offre et de la demande est une loi économique? Oui. Est-ce que c'est une loi économique qui va dans le sens du développement durable? Réponse absolument non. Et on peut multiplier les exemples où effectivement la loi de l'offre et de la demande va au contraire provoquer l'écroulement des ressources. Vous pêchez du poisson, vous en pêchez plus, le prix du poisson augmente, ça vous induit une augmentation des pêches et donc un écroulement des stocks. En fait, la loi de l'offre et de la demande est relativement antinomique avec toute la gestion des ressources. De toute façon, est-ce que les prix sont régis par la loi de l'offre et de la demande? Non, les lois de spéculation ont plus d'effet que les lois de l'offre et de la demande. Donc, méfions-nous. Je prends un exemple environnemental. Prenons un exemple, je ne vais pas donner de chiffres pour ne pas m'attaquer de façon trop frontale à certaines situations. Je vais prendre l'exemple du panda dans un zoo français style Beauval. La France, ou plutôt le zoo, loue des pandas. Ce qui est une très bonne chose. Cela permet de faire venir plus de monde dans le zoo. Le zoo, la France, loue les pandas. Vous allez me dire, c'est bien. C'est bien parce que, en fait, les Français payent pour la location de pandas, ce qui va faire de l'argent à la Chine. Oui, mais si on regarde ça d'un tout petit peu plus près, les pandas qui ont été introduits, prêtés par la Chine, ont induit en Chine des transformations sociétales, à savoir que les pandas, on a parfois suggéré
de façon relativement physique, à des centaines de milliers de personnes de déménager pour aller dans des nouvelles villes chinoises, de façon à libérer de la place pour le panda, parce que le panda, à l'hectare, ça ramenait plus d'argent que des paysans à faible revenu. De ce fait, qui récupère les bienfaits financiers économiques? C'est pas tellement les gens qui ont perdu l'espace sur lequel ils vivaient depuis des décennies, mais c'est plutôt l'État qui empoche la mise. Donc, moi, je veux bien qu'on me dise c'est un bienfait économique, mais à condition que l'économie aille au bon endroit. C'est un bienfait sociétal, oui, mais. C'est un bienfait environnemental, oui, par certains côtés, mais ce n'est pas aussi facile que ça. Toutes ces situations sont toujours d'une extrême complexité, d'où des vidéos complémentaires pour aller plus loin dans l'analyse. En fait, ce qui a été le succès de ce schéma, c'est qu'il n'a pas beaucoup de sens. Il y a une perte de sens dans ce schéma. Il y a des dérives possibles. Et à partir de 1986, on a commencé à avoir une réappropriation de ce schéma dans différents cercles avec des gens qui parlaient de développement durable, y compris avec ce schéma, mais qui ne mettaient pas du tout le même sens. Certains allant vers des choses ultra néolibérales, d'autres vers des valeurs complètement différentes. De ce fait, sur ce schéma des trois sphères, société, économie, équitable, etc., on va voir que nous pouvons envisager ces aspects-là en incluant un autre cercle qui, lui, prend en compte beaucoup plus les valeurs, c'est la question de la gouvernance. Gouvernance qui peut être comprise comme, c'est le cercle jaune, gouvernance qui peut être comprise comme la gestion éthique et politique des différents types d'interactions entre les sphères. Si on prend la gouvernance, il ne faut quand même pas qu'on se trompe. On peut avoir des gouvernances politiques, mais le rôle du politique n'est pas de mettre en application certaines choses, c'est peut-être d'avoir un temps d'avance sur son temps. Lorsque on a effectivement des décisions politiques, que ce soit sur les droits des femmes, que ce soit sur la peine de mort, lorsque le politique prend en compte une question, il n'est pas obligé d'être en retard sur la société, et s'il est en avance sur la société, cela va automatiquement créer un certain nombre de conflits, comme en son temps, les différents droits des femmes ont pu poser problème. Mais là, c'est une politique courageuse. Éthique. Oui, mais comme éthique, nous allons y revenir, il existe différentes formes d'éthique, c'est reculer pour mieux sauter parce qu'on ne met toujours pas les pieds dans le plat. Alors effectivement, par rapport à ça, on a la sphère de l'action. Et il n'y a effectivement de développement durable que s'il y a une action qui correspond à des volontés politiques, à des garde-fous éthiques. Si maintenant je reprends ce schéma, il faut le replacer sur le temps. C'est-à-dire que nous avons effectivement le temps présent et le temps futur. Le développement durable ne peut s'inscrire que dans le présent et dans le futur, à différentes échelles de temps. Il doit s'inscrire aussi sur l'échelle spatiale, c'est-à-dire que les phénomènes étudiés peuvent l'être à l'échelle locale ou peuvent l'être à l'échelle mondiale. Je reviens, ils peuvent l'être ici ou là-bas. On a donc différents types d'échelles temporelles, différents types d'échelles spatiales. Tout ça c'est bien beau, mais ça affine. Nous n'avons pas changé de paradigme, nous avons précisé ce schéma. Ce schéma présente toujours, au final, les mêmes lacunes. Et effectivement, on pourrait déjà reprocher à ce schéma d'être centré sur les contenus. Et c'est justement ça qui me gêne. Par ces quelques mauvaises métaphores, on peut très bien considérer le développement durable comme étant quelque chose qui est l'accumulation d'un certain nombre de connaissances. Et donc faire du développement durable, ce serait choisir des bouquins, choisir des savoirs
et être capable de faire cette association. Et donc si je voulais construire quelque chose sur le développement durable, j'irais choisir un certain nombre de concepts sociétaux, économiques et environnementaux dans une bibliothèque et je le construis. Le problème, c'est que ce n'est pas si simple, parce que déjà, de toute façon, nous avons souvent la stratégie du millefeuille, c'est-à-dire je prends une couche d'environnement, je prends une couche de société, je prends une couche d'économie, j'enrobe ça éventuellement de verdure, d'environnement, et je fais ce qu'on appelle du greenwashing. C'est-à-dire que je n'ai jamais mélangé les savoirs scientifiques, des sciences humaines et des sciences environnementales. Je n'ai jamais mélangé les savoirs, je les ai empilés en couches en mettant une couche verte à l'extérieur, du greenwashing classique. En fait, si on regarde ce qu'est le développement durable, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil. Je vais donc devoir choisir de prendre un ingrédient, mettons de l'huile. Je vais prendre un autre ingrédient, mettons du vinaigre. Si je prends de l'huile, du vinaigre, que je le mélange, pour peu que j'ai rajouté de la moutarde, je vais effectivement engendrer une vinaigrette. Si je suis un très mauvais praticien, j'aurais mis trop d'huile, trop de vinaigre ou trop de moutarde et ma vinaigrette sera inconsommable. Mais si je mélange, je touille, j'obtiendrai de la vinaigrette. Plus ou moins bonne, mais j'obtiendrai. Mais en fait, ma métaphore culinaire est là pour apporter le problème que c'est le choix des ingrédients qui est fondamental. Si vous partez avec des mauvaises mesures, vous n'y arriverez pas. Mais il y a aussi autre chose, c'est le tour de main. Si je secoue comme un gros brutal ma vinaigrette, j'aurai une émulsion. Ok, ça marche. La façon de faire du développement durable est plutôt de type mayonnaise, je m'explique. C'est plus un tour de main, savoir choisir les ingrédients dans les bonnes doses, savoir les associer dans les bonnes temporalités avec les bons gestes. Et donc le développement durable n'est pas uniquement des savoirs, c'est aussi des savoir-faire. Mais c'est cette métaphore du chien dominant et dominé, c'est aussi des savoir-être, à savoir que nous allons nous engager sur des valeurs. Et ces valeurs, nous allons devoir les défendre. Si je reprends cette bande dessinée. Mais croyez bien, dit cette personne, riche propriétaire d'une limousine au SDF, mais croyez bien que votre situation me révolte. Réponse du SDF, ah mais qu'est-ce qu'il présente bien? En fait, on a intérêt à ne pas se faire gruger. Ce que je veux dire par là, c'est que le développement durable, c'est une question de savoir, c'est une question de savoir-faire, c'est aussi une question de savoir-être. Mais tout ceci ensemble. Et si on n'est pas d'accord sur les valeurs, effectivement, on parlera d'un développement durable qui n'a aucun sens. Tout le monde n'est pas sur cette question du développement durable. Prenons certains courants de l'éducation relative à l'environnement. Il dénie le fait d'avoir séparé en deux, d'un côté la société et de l'autre côté l'économie. L'économie est au service de la société. Et donc dans ce cadre-là, un grand nombre de collègues ne peuvent pas accepter la schématisation du développement durable comme étant le compromis entre la société, l'économie et l'environnement. Et en fait, ils ont raison, parce que les sphères n'ont pas le même poids. En éducation au développement durable, en éducation relative plutôt à l'environnement, on va considérer qu'il y a la sphère personnelle, de l'identité personnelle, il y a la sphère de la relation aux autres personnes, et il y a la relation au milieu de vie. Et effectivement, la question de vouloir séparer en 3 sphères, voire même en 2 sphères, n'a pas de sens. Ce qui importe, c'est la finalité, c'est la construction de l'identité de la personne, de son intégration dans la société et de son intégration dans l'environnement. Vous voyez que le schéma des 3 sphères est quand même relativement critiquable. Si on prend un autre cadre de lecture qui est celui des questions socialement vives,
On a des questions qui sont dans la société, des questions qui sont dans l'école, des questions qui sont dans le champ des sciences. Les controverses scientifiques qui sont dans le champ des sciences peuvent être mises en relation avec les questions qui basculent dans la société. La controverse peut basculer dans la société pour donner ce qu'on va appeler une question socialement vive, une question qui est vive dans la société. Lorsqu'elle est vive dans la société, cette QSV va engendrer aussi des débats à l'école. Ce qui est une particularité de ce qui nous arrive aujourd'hui sur le plan éducatif, c'est que dans l'ancien temps, il y a 20 ans, 40 ans, on prenait des controverses scientifiques et on les mettait dans l'école. Au jour d'aujourd'hui, bien souvent, nous prenons une question socialement vive que nous basculons dans l'école ou à l'université, c'est la même chose. Ce qui fait que, avant, nous passions directement de la sphère scientifique à la sphère de l'école. Là, aujourd'hui, nous sommes dans la sphère de la société. Nous allons chercher des éléments dans les controverses scientifiques et nous devons revenir à l'école. La question est donc, c'est donc beaucoup plus difficile. Mais vous voyez que c'est un autre cadre de lecture qui n'a pas grand-chose à voir avec celui des 3 sphères du développement durable. Vous avez compris que je n'aime pas, à titre personnel, mais je ne suis pas le seul, je n'aime pas le schéma des 3 sphères pour une raison toute simple. Le schéma des 3 sphères insiste sur la question des savoirs et pas du tout sur la question des savoir-faire ou des compétences. Le schéma des 3 sphères n'a pas attaché assez de poids aux valeurs. On peut donc dire tout et n'importe quoi à partir de ce schéma. Le schéma des 3 sphères est sur le mythe du compromis. Or, le développement durable, c'est tout sauf du compromis, puisque justement, c'est toujours des questions socialement vives, c'est-à-dire des choses sur lesquelles il y aura débat, pour le moins. Dans la vision que je vous propose d'introduire aujourd'hui, si vous me posez la question de ce qu'est le développement durable, je vous dirais que le développement durable, c'est voir la complexité des situations, c'est-à-dire avoir une vision systémique. C'est aussi être capable de voir que les problèmes qui se posent sont des problèmes qu'on n'avait pas vu venir, qui sont liés à l'incertitude. Des problèmes qui se posent maintenant ou vont se poser dans 20 ans ou vont se poser dans 40 ans. En fait, on doit avoir une vision prospective du monde, c'est-à-dire on ne doit pas penser aux problèmes qu'on a tout de suite sous les yeux. De toute façon, est-ce qu'on avait prévu? Qui avait vu venir la crise des subprimes américaine, qui avait envisagé la question du poids de l'homme sur les changements climatiques ou sur la biodiversité, qui avait envisagé la crise Covid? Certains l'avaient envisagé, mais en tout cas pas dans la société. Ce qui est certain aussi, c'est que nous allons devoir changer, sinon nous allons droit dans le mur. La question se pose donc de savoir si ces changements sont individuels ou collectifs. Et en fait, la question est simple. Ils ne sont pas individuels ou collectifs, ils sont individuels et collectifs. Nous devons donc effectivement définir de façon systémique et prospective les problèmes pour poser déjà les bons problèmes. Pour pouvoir les résoudre, nous devons envisager des changements qui sont dans le domaine de l'individuel et du collectif. Mais là, on n'a pas parlé de la finalité. Et effectivement, si on ne donne pas la finalité en termes de métacompétences, responsabilité et éthique, si je fais tout ça, c'est pour exercer ma responsabilité dans un cadre éthique. De ce fait, on considère que le développement durable est plus une histoire de métacompétences, développement durable et responsabilité sociétale. Décomposé sur ce schéma, mais je ne vais pas rentrer dans tous les détails, une vision systémique où on voit les choses dans leur complexité, ce qui nous amène bien souvent à reproblématiser.
une vision prospective où l'avenir n'est pas envisagé comme une simple projection. On intègre l'incertitude, on intègre l'imprévisible et on va effectivement proposer des changements, une vision prospective avec différentes modalités de changement. Ce qui nous amène aux changements et qui peuvent être de nature très différente. On peut avoir des changements qui sont subis ou choisis. On ne va pas du tout réagir de la même façon. On peut avoir des changements qui sont perceptibles ou pas perceptibles, réversibles ou non réversibles. Là, on peut aussi se poser la question de la nature des changements. On a des changements qui sont de l'ordre de l'amélioration, des changements qui sont de l'ordre de l'atténuation. Je prends l'exemple des changements climatiques. On peut atténuer nos effets sur les changements climatiques par un certain nombre de mesures, on va dire de sobriété, d'économie énergétique. On peut s'adapter au changement climatique. Je vais bâtir les maisons autrement, je vais planter autrement les forêts. Mais on peut aussi et on doit envisager des changements beaucoup plus radicaux qui sont de la nature transformation. Effectivement, nous pouvons avoir de véritables transformations. Alors la question individuelle et collectif, la réponse est simple. Ce n'est pas individuel ou collectif. Certaines choses relèvent de l'individuel, des petits gestes, qu'il ne faut pas négliger, ils ont leur poids, leur intérêt, et les grands programmes collectifs ont aussi leur intérêt. Par contre, on est déjà en train de rentrer dans la question des valeurs. Nous sommes en train de passer d'un monde de compétition à un monde de collaboration. Le dire, c'est bien. Le faire, c'est mieux, et effectivement, nous allons être obligés de rentrer beaucoup plus en détail dans ces métacompétences collectives pour voir ce qui se cache derrière, en termes de responsabilité et d'éthique. Nous n'avons pas tous les mêmes responsabilités, nous n'avons pas tous les mêmes modes d'action, le même poids dans la société, mais déjà, faire ce qu'on peut de là où on est, en exerçant le pouvoir que l'on a, le pouvoir d'action qu'on a, c'est déjà beaucoup. En fait, cette compétence, responsabilité éthique, elle a une place différente de toutes les autres, car c'est elle qui va guider l'action et qui va nous dire là où on va et pourquoi on y va. Ceci est totalement fondamental parce que c'est complètement absent du schéma des trois sphères qui est très réducteur de la vision développement durable au sens traditionnel du terme, au sens brundtlandien d'il y a 40 ans. On ne peut donc plus raisonner ces choses, cette question de développement durable. C'est un concept ou un oxymore? C'est quand même avant tout un oxymore. Mais si on met du sens sur les mots, oui, cela peut devenir un concept. Peut être tué par le schéma des trois sphères. Le développement durable vu comme un compromis entre les trois sphères, centré sur les savoirs, je ne partage pas cette vision. Le développement durable, je vais d'abord passer. L'éducation relative à l'environnement pointe l'importance de ce qui est valeur, de ce qui est positionnement. Les courants des questions socialement vives insistent sur l'aspect dissensus, traitement du dissensus. Le développement durable, c'est avant tout un processus. C'est pour ça que nous considérons le développement durable comme un ensemble de compétences à construire. Alors il ne suffit pas d'énoncer qu'on va viser telle et telle et telle compétence. Le plus dur maintenant, c'est de s'y mettre, c'est de savoir qu'est-ce qui se cache derrière ces méta-compétences. Qu'est-ce qu'il y a comme compétences en aval? C'est ce que nous verrons dans les prochaines vidéos. Merci de votre attention.